Bonjour Adrien Gindre, avec grand plaisir. Votre invité donc aujourd'hui. Effectivement, le président du groupe LR au Sénat, sénateur de Vendée, est-il un soutien, un adversaire du gouvernement? Oui ou non? Ça dépend, on va lui poser la question. Bonjour Bruno Retailleau. Bonjour Adrien Gindre. Merci beaucoup d'être là ce matin. On l'a vu encore toute la journée d'hier, une journée d'action qui a mobilisé en France 1 272 000 personnes dans la rue d'après la police, 2 800 000 d'après la CGT. Les syndicats revendiquent la plus grosse journée d'action depuis 1995. Le gouvernement doit-il tenir sur la mesure d'âge de votre point de vue? Bien sûr qu'il doit tenir. Je veux rappeler que la dernière fois qu'il y a eu une mobilisation et surtout une réforme des retraites qui impliquait le recul de 2 années, 62 ans, passage de 60 à 62 ans, c'était sous François Fillon, Nicolas Sarkozy. Il y avait eu des très fortes mobilisations au-dessus de 1 million et nous avions tenu. Il faut donc tenir, non pas parce que il faut tenir pour tenir, mais il faut tenir parce qu'il s'agit du régime de retraite. Mais vous êtes convaincu qu'il peut tenir? Il doit tenir, c'était ma question en effet. Est-ce qu'il le peut quand la mobilisation est si forte, quand il y a une opposition des syndicats, mais aussi des Français si on regarde les enquêtes d'opinion? Pour Emmanuel Macron, je pense que reculer, ce serait abdiquer. Ce serait abdiquer sa capacité à gouverner. Ce serait abdiquer sur son quinquennat, puisqu'il n'aurait plus du tout les moyens de la réforme. Et c'est sa marque, dit-il. Je pense qu'il a été trop peu réformiste. Mais, dit-il, pour lui, c'est sa marque. Moi, ce que je veux dire aux Français, c'est que nous soutenons cette réforme. Pourquoi? Parce que d'abord, c'est l'architecture qu'on vote, c'est la réforme qu'on vote depuis 4 ans au Sénat, tous les ans. Et que si on ne fait rien du tout, les retraites des Français sont menacées. Et les jeunes générations sont encore plus menacées. Il y a une démographie, il y a de plus en plus sur ce de retraités, de moins en moins de cotisants. Bruno Retailleau, vous avez raison, c'est très important, et donc on va prendre le temps de le détailler. Juste, il y a un très court terme qui est dès la semaine prochaine, 2 journées d'action, mardi 7 et samedi 11. On sera en plein pendant les vacances scolaires, même le samedi, un jour de départ en vacances, pour ceux qui ont la chance de partir. Ça va forcément occasionner des perturbations majeures pour nos concitoyens. Comment on l'évite? Est-ce que c'est aux syndicats de céder, ou est-ce que c'est au gouvernement de trouver les moyens que les choses se passent bien? C'était au gouvernement d'adopter un texte que j'ai déjà fait voter au Sénat en 2019 pour un vrai service minimum en France. Il y en a marre qu'un certain nombre de corporations en France puissent prendre en otage les Français, qui ne peuvent plus aller travailler, qui ne peuvent plus emmener leurs enfants à l'école. Je pense que le droit de grève est essentiel, il est protégé par la Constitution. Il y a un autre principe qui est tout aussi essentiel, tout aussi protégé par la Constitution, c'est la continuité des services publics au moment où on veut encourager les Français à prendre les transports collectifs. Mon système est simple, c'était de concentrer le trafic journalier pendant les jours ouvrés pour le travail sur les heures de pointe. 2 heures le matin, 2 heures le soir. Et ça répond à la question du samedi. Avec la capacité... Les jours ouvrés. Les jours ouvrés parce que moi je considère, je sais il y a des pays comme les Italiens, eux ils ont fait des choix, par exemple, on protège les vacances, pas de grève pendant... Moi je pense qu'en France, on doit protéger l'exercice et le droit au travail. Voilà. Donc, et pendant ce temps-là, donc 1/3 de travail le matin, le soir, 2 heures le matin, 2 heures le soir, et la possibilité pour l'entreprise publique de réquisitionner le personnel. Donc concrètement, on les empêche de faire grève? Oui, non. Oui ou non? Quand un salarié veut faire grève, si on le réquisitionne, il n'est plus en possibilité de faire grève. 2 heures le matin, 2 heures le soir. On concilie. Mais ça, c'est l'histoire de toutes nos libertés, tous nos droits. Les libertés ne sont pas infinies en France. Elles doivent être conciliées avec la liberté des autres, les droits avec les devoirs. Et donc, bien sûr que le droit de grève, on le protège. On peut parfaitement, à ce moment-là, manifester au milieu de la journée. Mais le matin, quand les Français vont au travail, on ne les empêche pas, on ne les bloque pas. On ne prend pas les Français en otage. Alors pour que cette réforme soit adoptée et que, comme vous le disiez tout à l'heure, on réponde aux enjeux qui se présentent, encore faut-il qu'elle passe le parcours parlementaire. Vous êtes concerné au premier chef, le Sénat va avoir, comme l'Assemblée, à se prononcer sur ce texte. Est-ce que vous allez voter cette réforme? Oui, nous la voterons. Ça ne veut pas dire que nous ne l'amènerons pas, puisque au Sénat, on a une majorité. Ce qui fait que les amendements qu'on souhaite faire voter, nous les faisons voter. Mais on l'examinera de façon à ce qu'on tienne une double exigence de justice. Et pour moi, il faut qu'on concentre les efforts sur la situation des femmes et des mères de famille. Pour 2 raisons. La première, parce que les 3/4 des petites retraites, ce sont des femmes. Il y a déjà eu un effort, et c'est nous, LR, qui avons porté cet effort sur les petites retraites. Et puis parce qu'on est dans un régime par répartition. Donc la démographie, c'est essentiel.
Et aujourd'hui, malheureusement, il y a une dénatalité. Donc je pense qu'il faut quelle concentrer. modification vous souhaitez apporter quand vous dites concentrer les efforts? Concentrer les efforts, je pense qu'on peut faire en sorte, vous savez qu'il y a des trimestres qui sont donnés aux femmes au nombre d'enfants. Ces trimestres-là, ils ne sont pas activés pour obtenir un certain nombre de droits. Donc on est en train d'étudier. C'est une des pistes. Donc une exigence de justice, notamment vis-à-vis des mères de famille, des femmes en France, et puis une exigence de responsabilité. Moi, je le dis, pas question d'avoir une inflation d'amendements qui consommerait les milliards que cette réforme prétend justement économiser pour faire en sorte qu'on puisse faire durer, soutenir notre régime de retraite pour assurer les retraites de demain. Mais Bruno Retailleau, très concrètement, dans votre famille politique, c'est particulièrement vrai à l'Assemblée, il y a des députés qui disent, par exemple sur les carrières longues, il faut autoriser certains salariés à partir après 43 années de cotisation et non pas 44, contrairement à ce que prévoit la réforme. Ils disent sinon on ne votera pas la réforme. Mais ça coûte ça précisément. C'est ce que je vous dis précisément. Quand je dis une double exigence, la justice, j'ai parlé des mères de famille, Donc mais vous la leur dites qu'ils ont responsabilité. tort. Non, la responsabilité, c'est quoi? C'est que bien sûr, vous ne pouvez pas empêcher une assemblée, un parlementaire, de faire valoir des arguments. Cette loi, cette réforme, elle est perfectible, et nous la perfectionnerons au Sénat. Mais attention. Je vois bien que certains pourraient se cacher en disant oui, on va la voter, mais finalement, on va en annuler les effets. Cette loi, elle est censée économiser... Certains dans votre famille politique, que Absolument. ce soit clair. Absolument. Elle est censée économiser à peu près 17 milliards. Déjà, pour faire en sorte qu'on tienne compte des carrières, des longues carrières, de la pénibilité, etc., il y a à peu près 6 milliards qui sont déjà consommés. Et sans doute 7, avec les 1 800 000 retraités qui touchent des petites retraites. Évidemment, si chaque amendement consomme, puisque désormais, il y a déjà un tiers des 17 milliards qui sont consommés, et je pense qu'on est même aujourd'hui, sans doute, à pratiquement la moitié. Viendra un moment donné où ajouter des amendements aux amendements, ça tuera la réforme. Ça la videra de son sens. Je pense que si on veut être responsable, c'est qu'on veut garantir le pouvoir d'achat pour les retraités d'aujourd'hui et de demain, faire en sorte qu'on ne surcharge pas d'un fardeau insupportable les jeunes générations. Mais alors, il ne faut pas creuser les déficits. Mais il faut les combler. Vous en avez parlé, par exemple, avec Aurélien Pradier, Pierre-Henri Dumont, Maxime Minot, ou même Xavier Bertrand, qui était sur ce plateau hier soir. C'est pas du tout la ligne que vous portez. Qu'est-ce que vous leur dites ce matin? Moi, je porte une ligne. J'ai parlé avec Éric Ciotti, j'ai parlé avec Olivier Marleix, et on est très proches. On a une même approche, d'ailleurs. Et ensemble, on a porté, d'ailleurs, pendant l'élection LR, souvenez-vous, sur le débat que vous aviez fait ici à LCI, chacun avait pu exprimer. Je m'étais exprimé et vous êtes témoin, si j'ose dire. J'avais présenté justement cette réforme, 64 ans, et accélération de la réforme. Le gouvernement s'est rapproché de vos positions de manière très claire. Mais Aurélien Pradier, lui, poussait une réforme qui aurait fait travailler pendant 45 ans les Français. Donc, il était sur la durée de cotisation uniquement. 45 ans. Il a effectivement évolué. Bien. Moi, j'essaie d'être constant. Et je pense que ce qu'on attend de la droite, c'est de la cohérence et de la constance. Si la droite retourne sa veste à chaque fois qu'il y a des manifestations de rue, les Français ne nous retrouveront plus. Et je pense que si on veut être demain lisible, aujourd'hui, je crois que les Français ne savent pas beaucoup, en tout cas, savent plus du tout ce que pense LR. Je pense que notre travail, avec Éric Ciotti, notamment avec Olivier Marleix et d'autres, c'est de reconstruire une clarté, une ligne. Mais si je comprends bien, il n'y a pas pour vous de conditions. Cette réforme, elle est à quelques détails, on va dire près, suffisamment bonne. C'est pour pas des être détails. votée. Quand je vous parle quand même de la situation des mères de famille, c'est pas des détails. Et c'est du lourd. Mais ce que je veux dire, c'est que il faut choisir. Il faut choisir les priorités. Et la priorité, pourquoi est-ce qu'il faut choisir? Parce que si on consomme les 17 milliards que la réforme est censée rapporter, ça veut dire que c'est pas du tout utile pour les Français de faire cette réforme. Mais ça veut dire que vous assumez, Bruno Retailleau, d'être vu aussi comme la béquille du gouvernement. Clémentine Autain ironisait sur ce plateau hier, elle disait, alors à propos d'Éric Ciotti, mais c'était pour votre parti, Éric Ciotti est devenu l'aile gauche de la Macronie et j'étais pas prête. Bon, elle veut dire, vous êtes à leur côté et vous venez, comme vous le rappelez... Cette réforme, si j'ose dire, l'architecture, c'est nous qui l'avons conçue au Sénat. C'est nous qui l'avons votée. Moi, je ne retourne pas ma veste. Moi, ce n'est pas une réforme d'Emmanuel Macron que je vais voter. C'est notre réforme que j'ai déjà votée. Et c'est la majorité d'Emmanuel Macron qui va voter notre réforme. Donc c'est Emmanuel Macron qui est la béquille Parce que de je LR. veux... Bien sûr, en tout cas, nous ne sommes pas la béquille de M. Macron, ni d'ailleurs le marchepied de Marine Le Pen. Mais les choses doivent être claires. Je pense que la constance, ça paye. Et je crois que s'il y a tant de millions d'électeurs qui ont fui la droite depuis des années et des années, c'est parce qu'on a manqué de constance. Voilà, c'est tout. Moi, ce que je viens...
je ne veux pas aider Emmanuel Macron, je ne veux pas aider Elisabeth Borne, je veux le bien des Français. Et je sais que en 2030, on sera le pays d'Europe où on partira le plus tôt. On sera le pays d'Europe où on aura le meilleur régime de pénibilité, de carrière longue. Est-ce qu'il faut le dire aux Français ou pas? Est-ce qu'on assume aujourd'hui, en France, de toujours moins travailler? C'est le sentier de l'appauvrissement, le déclassement français, il est là. Il a été quand M. Mitterrand a fait la réforme, le passage de 65 ans à 60 ans. Il était quand Lionel Jospin a fait les 35 heures. Et la chute, on la vit aujourd'hui. On va parler du travail parce que c'est aussi un enjeu très important. Juste une petite question, parce qu'il y a des symboles parfois qui sont importants dans les réformes. On a parlé de la situation des femmes, des carrières longues, de la pénibilité. Vous êtes bien placé en tant que sénateur sur ce sujet parce que le fait qu'il y ait un régime spécial des sénateurs, ça crée de l'incompréhension. C'est faux. Vous allez expliquer, je finis de poser la question. Dites-le aussi à Pierre-Henri Dumont, qui est un député de votre famille politique, qui a voulu déposer un amendement pour le supprimer, ce qui lui a valu, bien sûr, les foudres dans votre propre parti. C'est faux. C'est un régime autonome. C'est un régime autonome qui a une particularité vis-à-vis notamment du régime des députés. Je suis désolé, je dois le dire. C'est qu'il est autonome, c'est-à-dire qu'il n'a pas besoin de subventions de l'État pour pouvoir s'équilibrer. Il y a simplement un peu plus de 7 millions par an qui correspond à la cotisation employeur. Et un sénateur cotise à hauteur de 20%. Un député cotise moins, 14%. Ce qui fait que l'État vient dans le régime des sénateurs simplement pour la part de la cotisation employeur, ce qui est parfaitement normal, un peu plus de 7 millions, mais il y a une cotisation d'équilibre de l'État de près de 70 millions pour le régime des députés. Et à chaque fois qu'il y a une réforme, 2010, par exemple 2013, 2014, Touraine, et cette réforme-là, nous transposons la réforme dans justement le régime de retraite des sénateurs. Donc là, il y aura par une exemple, modification bien sûr, on passera de 62 à 64 ans. Alors, vous avez raison de me reprendre sur les mots, parce que vu de l'extérieur, tout ça est quand même assez nébuleux, mais il y a une réalité, c'est que, comme vous l'avez rappelé, le régime des sénateurs a sa propre existence parallèle au régime général. Est-ce que la solidarité nationale, le principe de répartition, c'est pas à la fois une solidarité entre générations et entre métiers? Parce que tous les autres Français dans le régime général cotisent indistinctement pour les différents métiers. Non, mais là, il y a une confusion. Ah bah, expliquez-le nous. Je vais vous l'expliquer. Moi, j'ai lutté contre la précédente réforme systémique d'Emmanuel Macron, qui consistait finalement à étatiser les retraites. Parce que le grand déficit des retraites, c'est les fonctionnaires. L'État cotise à hauteur de 74%. Je vous rappelle qu'un employeur dans le privé cotise à hauteur d'un peu plus de 16%. Et du coup, il y a un déficit caché de 30 milliards. Les Français ne le savent pas, ça. C'est le contribuable qui comble. Et donc, en fait, cette réforme-là avançait... Aussi lié au fait qu'on a diminué le nombre de fonctionnaires, mais regardez, donc il y a encore moins d'actifs que de retraités. Cette réforme, justement, elle voulait écraser tous les régimes de retraite. La diversité, parce que en réalité, les retraites sont le miroir des carrières. Et vous ne pouvez pas assimiler tous les métiers, toutes les carrières qui ont leur spécificité. Et moi, j'ai lutté contre ça. Et donc, il n'y a aucun problème. Cette réforme paramétrique, justement, préserve les spécificités. Simplement, il y a une justice, une équité, les 64 ans, les 43 annuités, et je pense que c'est important que chacun prenne en compte ces éléments-là. Dans les leviers, il y a l'âge, on en a parlé, il y a plein de propositions qui ont été faites depuis le début du débat. François Bayrou proposait d'augmenter les cotisations patronales, la NUPES de taxer les milliardaires. Il y a ceux aussi qui s'interrogent sur la natalité ou sur la durée du travail tout au long de la vie, les 35 heures. Il y a le MoDem qui voulait déposer un amendement pour qu'on travaille 35 heures et demie par semaine. Il y a des tests qui sont faits. Gabriel Attal, dans son ministère, dit on va tester les 35 heures sur 4 jours. Voilà. Il y a beaucoup de réflexions sur le travail et sur les manières de financer le système. Quel est pour vous le levier qu'il faut actionner dans tout cet échantillon? Il y a 2 leviers qui sont essentiels. D'abord, la démographie. Quelqu'un disait, pour une nation, la démographie, c'est le destin. Eh bien, aujourd'hui, on est en dénatalité. Il y aura, dans les 10 prochaines années, si cela continue, 500 000 naissances de moins. Il y a déjà eu, en 10 ans, 100 000 naissances de moins. Or, le régime par répartition est un régime où la démographie est clé. Je propose de relancer une grande politique familiale après que François Hollande et Emmanuel Macron l'ait méticuleusement détruite. Comment on fait? Enfin, par quoi ça passe? Par exemple... les 10 000 euros pour les naissances en milieu rural, comme disait Éric Zemmour? Non, je ne l'ai jamais proposé. Non, par exemple, on revient sur l'universalité des allocations familiales, le quotient familial, les gardes pour les jeunes enfants. Bref, encore d'ailleurs, dans le PLFSS, le projet de loi de financement de la sécurité sociale, les jeunes parents qui font garder par des assistantes maternelles leurs enfants, pour beaucoup d'entre eux, ont vu justement leur aide diminuer. Ça n'est pas normal. Il faut pouvoir, pour
pour un jeune couple concilier la vie professionnelle et puis la vie familiale. C'est ça la modernité. Donc premier levier, la démographie. Donc une politique familiale nataliste, je dis le mot. Deuxième chose, la quantité de travail. Quel est le problème? Pourquoi est-ce qu'en 20 ans, alors que les Allemands et les Français avaient le même niveau de vie il y a 20 ans, et pourquoi 20 ans après, il y a 5 000 € de niveau de vie en moins en France? Mais parce qu'on travaille moins, non pas parce qu'on est feignant, paresseux, mais c'est simplement qu'au début de la carrière, comme en fin de carrière, il y a moins de Français qui sont en âge de travailler et qui sont vraiment au travail. C'est le taux d'emploi des jeunes et des seniors. Exactement, c'est le taux d'emploi. Et ça, c'est fondamental. Mais sans toucher à la durée de travail le taux d'emploi. hebdomadaire. Ce qui se joue au-delà de la retraite, c'est la prospérité. Cette réforme, elle est capitale pour moi. Non seulement parce qu'il en va du sort de nos aînés, et nous leur devons quelque chose, et ils ont beaucoup travaillé pendant leur vie, bien au-delà souvent des 35 heures, mais surtout, cette réforme, c'est accepter qu'on mette dans le moteur de l'économie française une quantité de travail plus importante qui va nous permettre de créer de la richesse. Et c'est avec cette richesse... Le gouvernement, là vous avez un nouveau point d'accord, le gouvernement dit aussi on va encourager l'emploi des seniors. Et c'est indispensable pour financer la réforme. Aujourd'hui le gouvernement dit qu'on est le 31 ou 1er février... 1er février, décidément ça fait beaucoup de convergence. Il n'y a pas de problème. Il y a un autre sujet, Bruno Retailleau, aujourd'hui, c'est le projet de loi immigration qui est présenté en Conseil des ministres. D'ailleurs pour le coup je crois que ce texte il arrivera d'abord au Sénat au mois de mars. Absolument. Pour l'examen. Juste après les retraites. Juste après les retraites, voilà. Un mois de mars qui sera actif. On est en plein dans le timing. Il y a toute une série de mesures pour faciliter les expulsions, surtout des étrangers délinquants, dit le gouvernement, réformer le droit d'asile et régulariser les travailleurs sans papier dans ce qu'on appelle les métiers en tension, la restauration, le bâtiment, par exemple. Quel sera votre vote sur ce texte-là ? Écoutez, on a les chiffres désormais, 2022, à nouveau un record battu. Il n'y a jamais eu autant de flux migratoires en France. Ça signifie qu'on est en plein désordre migratoire. Les Français, ça très majoritairement... qu'il y ait une loi alors. Pardon ? Ça tombe bien qu'il y ait une loi pour renforcer les expulsions alors. Précisément. Les Français veulent qu'on change les choses. Et cette loi ne changera pas la donne. C'est là le problème. Pourquoi ne changera-t-elle pas la donne ? Parce qu'elle ne permet pas de reprendre le contrôle, la maîtrise de l'immigration. Premier exemple, on va créer plus de régularisation. On crée d'un titre de séjour pour des métiers en tension. Gabriel Attal dit une partie de notre économie tourne aujourd'hui grâce à l'immigration, c'est un fait. Écoutez, je suis totalement opposé à cette vision-là. Je me souviens d'ailleurs, M. Delvoye à l'époque avait dit, vous savez, la réforme des retraites, c'est important parce que sinon il faudrait, pour compenser la population active en Europe, accepter une immigration, vous êtes assis, de 50 millions d'immigrés. Totalement dingue. Non. Vous avez 6 millions en France de Français qui sont au chômage sur les 4 ou 5 catégories de Pôle emploi. Vous avez près de 2 millions de Françaises et de Français qui touchent le RSA. Mais c'est abdiquer, c'est se résigner. On a encore un chômage de masse en France et il faudrait importer toujours plus, si j'ose dire, une main-d'œuvre étrangère. Gérald Darmanin vous a tendu la main en trouvant une solution intermédiaire. Il dit s'il faut instaurer des quotas pour limiter les régularisations, discutons-en. Mais ça ne fera rien de plus. Première chose, on crée une nouvelle filière d'immigration, de régularisation massive. Deuxième chose, le droit d'asile. Pour vous, c'est zéro. Vous savez, pour bien comprendre, les métiers en tension, c'est zéro immigration pour voir les métiers en tension. Bien sûr, nous ne voulons pas de la création de ce nouveau titre de séjour, de cette nouvelle filière. Nous ne voulons pas d'un deuxième guichet sur le droit d'asile. Vous savez que le droit d'asile, désormais, est le grand contournement de la politique migratoire. Pratiquement 150 000 demandes en 2022. Et là, qu'est-ce qui se passerait ? C'est que les déboutés du droit d'asile, qui échoueraient, si j'ose dire, au guichet de la demande d'asile pour le statut de réfugié, pourraient se rattraper sur un nouveau guichet, précisément les métiers en tension. Donc vous voyez bien que rien ne changera. Ce qui peut changer, c'est alors effectivement, il faut abandonner ces deux voies de régularisation. Deuxième chose, il faut s'attaquer aux causes. Quelles sont les causes de l'immigration massive en France ? C'est tout simplement que nous sommes le pays d'Europe le plus attractif. Plus attractif pour le droit d'asile, plus attractif pour l'accès gratuit aux soins. Vous savez qu'aujourd'hui, l'an dernier, il y a eu 5000 personnes qui se sont fait soigner gratuitement en France, qui viennent des pays du G20, y compris des États-Unis. Et vous avez aussi le régime le plus avantageux sur le regroupement familial. Tant que vous ne vous attaquez pas aux causes, vous ne pouvez pas en enregistrer les conséquences. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas maîtriser l'immigration. Pour le coup, sur le fond, vous pouvez contester les outils, mais Gérald Darmanin dit des choses qui sont quand même proches. Est-ce que le souci, il n'est pas tout simplement... Ils ne sont pas proches. On l'a beaucoup entendu, quand même, que vous faites voter 2 textes de suite, ce serait trop pour vous. Un, ça va, 2, bonjour les dégâts. Écoutez, il y a eu le même, je me souviens, c'était pas vous, j'étais interrogé, c'était en 2018. Et il y avait la loi Collomb. En disant, mais M. Retailleau, vous allez voter la loi Collomb. Sur l'asile et l'immigration. Heureusement qu'on ne l'a pas votée.
On a ouvert avec la loi de M. Collomb la possibilité, notamment aux mineurs non accompagnés, d'une nouvelle filière de regroupement familial. Cette loi, ce serait la 22e loi en 30 ans. Mais vous en discutez quand même avec Gérald Darmanin ou c'est même pas la peine? Bien sûr qu'on peut en discuter. Mais vous ne cherchez pas à trouver un point d'atterrissage qui vous convienne. Mais, vous savez déjà que ce sera non. Mais tout simplement parce qu'on l'a bien fait avec le Danemark. Les pays qui maîtrisent l'immigration, ils ne peuvent pas être dans le « en même temps ». Or, la majorité de M. Macron, c'est une majorité double, c'est une majorité du « en même temps ». Comment voulez-vous que Sacha Houlié, qui est le président de la commission des lois à l'Assemblée, qui sera le rapporteur général du texte immigration, aile gauche de la Macronie, puisse soutenir des mesures de grande fermeté? Regardez ce qu'a fait le Danemark. C'est un exemple en Europe. La Suède ne l'a pas fait. L'extrême droite est aux portes du pouvoir. Ça devrait nous éclairer. Si nous ne reprenons pas le contrôle, les Français nous le diront et il y aura des insurrections dans les urnes très prochainement. Merci Bruno Retailleau d'avoir été avec là ce matin. Pour ceux qui s'inquiétaient de savoir si vous étiez devenu totalement macroniste, on a donc eu la réponse un peu, mais pas complètement, ou plutôt les macronistes sont devenus républicains pour le clin d'œil.